Dans la partie précédente, nous avons vu que le langage du processeur est l'assembleur. Très proche des instructions de la machine, il est spécifique à chaque processeur et est très bas niveau, ce qui rendrait l'écriture de code complexe très fastidieuse. C'est pourquoi aujourd'hui, presque tous les programmes sont écrits avec des langages haut niveau. Voyons comment se fait le passage du langage haut niveau au langage assembleur. Le processeur ne comprend que des codes opérations. L'assembleur, au moins pour les processeurs simples, est une simple traduction de ces codes opérations en mnémonique plus facile à manipuler. La question se pose alors de savoir comment un programme écrit en Python finit par s'exécuter sur un processeur ne comprenant que le code assembleur. Pour cela, faisons un détour par le langage C pour parler compilation. En 1972, dans le but de réécrire le système d'exploitation Unix dans un langage haut niveau, Dennis Ritchie, chercheur des laboratoires Bell, développe le langage C. Celui-ci est amélioré par Brian Kernighan. C'est le premier langage haut niveau utilisé à grande échelle et reste un langage très utilisé avec ses dérivés C++ et C#. Le code est écrit dans le langage C, dit de haut niveau. On en donne ici un tout petit extrait. Le code est ensuite compilé, c'est-à-dire converti en une suite d'instructions processeur. Pour cela, le compilateur doit connaître le processeur qui va exécuter le code. Ici, comme le montrent les paramètres du compilateur dans l'environnement de développement, c'est le compilateur pour cœur ARM avec l'option Core M0+, qui est utilisé. On voit sur la droite les instructions assembleurs générées par le code qui est sur la gauche. Une fois le code compilé, le linker fait le lien avec les codes d'autres fichiers ou d'éventuelles bibliothèques compilées, ici pour la fonction d'affichage printf. Le loader, enfin, connaissant les zones mémoire utilisables par le processeur, charge les instructions dans la zone appropriée de la mémoire. Sur la droite, on voit ainsi les codes opérations qui ont été mis dans la mémoire. Donc sur la partie gauche, ce sont les adresses mémoire programme, et sur la partie droite, ce sont les codes opérations par 16 bits, donc 2 codes opérations par ligne. En bas à droite de la diapositive, on peut voir les adresses des mémoires flash et RAM du système dans les paramètres du loader dans l'environnement de développement. Avec la compilation, qui plus est en utilisant des options d'optimisation, le code généré est directement prêt pour être exécuté par le processeur. Il est donc peu gourmand en mémoire et son exécution est rapide. Le langage Python n'est pas un langage compilé. Quelle est la différence? Comment est-il exécuté sur le processeur? Un code Python ne peut fonctionner seul. Il s'exécute dans un interpréteur. C'est ce programme, l'interpréteur, souvent écrit en C, qui possède des portions de code assembleur qui sont exécutées à la lecture des lignes du programme Python. L'interpréteur doit donc avoir été compilé pour la famille de processeurs sur laquelle il fonctionne. Le programme Python est interprété ligne par ligne sans passer par une étape de compilation. L'avantage majeur est qu'une fois l'interpréteur installé sur la machine, l'interprétation du code Python n'a pas à se préoccuper de l'architecture de cette machine. C'est très portable, il y a abstraction presque complète du matériel, ce qui rend mon cours d'architecture inutile pour la majorité des développeurs Python. De plus, le code Python n'accédant à la machine que via l'interpréteur, il ne peut pas faire des opérations dangereuses pour l'intégrité de celle-ci. On peut ajouter aussi qu'il est pratique de pouvoir exécuter une ligne de Python indépendamment du reste du programme. L'inconvénient est que la couche intermédiaire interpréteur nécessite des ressources mémoire et CPU, et que le code étant exécuté ligne par ligne, il ne peut être optimisé. Un programme Python est donc souvent plus gourmand en ressources et plus lent qu'un programme compilé. Le code compilé est lui optimisé pour la cible. La cible, c'est le processeur pour lequel on a compilé le programme. Cela nécessite de compiler le programme pour chaque cible, pour chaque famille de processeurs.
L'avantage est un programme moins gourmand en ressources et plus rapide. C'est pourquoi le langage C reste très utilisé en informatique embarquée pour des systèmes ayant des processeurs peu puissants et peu de mémoire. Très proche de la machine, le C permet des écritures directes en mémoire à des adresses pas forcément prévues pour recevoir des données. D'autres langages compilés, conçus récemment, Rust et Go, tentent de garder les performances des langages compilés tout en générant un code plus sûr que celui du langage C. Certaines bibliothèques de Python, pour tirer parti des performances des langages compilés, sont écrites en langage C et appelées en Python. C'est le cas de la bibliothèque de traitement d'images OpenCV par exemple, ou d'une partie de la bibliothèque NumPy. Cela rend alors le programme Python très efficace. Notons que Java est un langage compilé pour la CPU virtuelle d'une machine virtuelle Java fonctionnant sur la machine. Ces avantages et inconvénients se rapprochent de ceux des langages interprétés. Le site Benchmark Game propose des comparaisons de performance de l'exécution de différents algorithmes avec des langages compilés et des langages interprétés. Pour que cette comparaison ait du sens, les bibliothèques très performantes écrites en langage C pour Python ne sont pas utilisées. Plusieurs algorithmes sont testés. On présente ici seulement les résultats du calcul de la fractale de Mandelbrot et du calcul d'une fonction de hachage. La première colonne indique le temps d'exécution. La seconde présente la taille de la mémoire utilisée. Et la dernière, la taille du code en octets après une compression minimale gzip. On peut noter la performance bien meilleure des langages compilés et la grande utilisation de ressources par Java et JavaScript. Après 2 décennies de programmation sans tenir compte de l'utilisation des ressources, toujours disponibles en plus grande quantité, les préoccupations environnementales et la facturation des ressources utilisées par les serveurs cloud amorcent un relatif retour en grâce des langages compilés face à Java et JavaScript pour des logiciels tournant sur PC et sur serveur. Dans ce chapitre 2, nous avons vu comment fonctionnait un transistor MOSFET, interrupteur commandé en tension, réalisé sur du silicium ou du germanium. Nous avons vu qu'avec ces transistors, il était possible de créer des portes logiques et des buffers 3 états, qu'avec ces portes logiques, nous pouvions faire des opérateurs combinatoires, et si on ajoute les buffers 3 états, on pouvait faire des mémoires. Avec ces opérateurs combinatoires, on peut faire une unité arithmétique et logique. Avec les mémoires, on peut faire des registres et des mémoires. Et avec les deux, on peut faire des unités de contrôle. L'ensemble nous permet de faire un système informatique minimal qui comprend un processeur et sa mémoire de données et programme. Nous avons vu que le programme peut partager l'espace adressable avec les données, c'est l'architecture von Neumann, ou ne pas la partager, c'est l'architecture Harvard. Nous avons vu que les opérations réalisées par l'unité arithmétique et logique et l'unité de contrôle sont régies par des instructions réunies dans un langage spécifique à chaque famille de processeurs que l'on appelle l'assembleur. Et enfin, nous avons vu que les programmes écrits en langage haut niveau sont soit compilés, soit interprétés pour être exécutés sur le processeur.